Mon nom est Serge Klarsfeld, je suis un survivant de la Shoah. J'étais un enfant pendant la guerre. Mon père était roumain, il était engagé volontaire dans l'armée française. Il a vaillamment combattu, comme les autres volontaires, dans la bataille de la Somme. Et il a été fait prisonnier. Il est resté prisonnier 1 an, il s'est évadé. Il nous a rejoints, nous étions dans la zone libre. Il y avait en France une zone occupée et une zone dite libre où Vichy, le gouvernement de Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain et du président Laval était souverain. Et nous sommes partis de la Creuse pour aller à Nice. Et nous avons vécu 2 ans à Nice relativement tranquille. Le gouvernement de Vichy a organisé des rafles pour livrer des Juifs étrangers aux Allemands en août 1942. Mais les Roumains n'étaient pas encore arrêtables, ils ont été arrêtables 3 semaines plus tard. Et nous avons été préservés pendant cette rafle. Ensuite, ce sont les militaires italiens qui ont occupé la région de Nice et 8 départements du sud-est. Et les militaires italiens et les diplomates italiens étaient philosémites et protégeaient les Juifs contre le gouvernement de Vichy, contre les Allemands et contre Mussolini qui, lui, voulait livrer les Juifs aux Allemands. En septembre 1943, les Allemands ont envahi la zone italienne et il était très difficile de sortir de Nice et les rafles ont commencé immédiatement. Et mon père a construit une cachette dans un placard qui était profond. Et ma sœur, ma mère et moi, nous avions à nous cacher dans ce placard qui s'ouvrait par le bas. Et effectivement, la rafle est arrivée 3 semaines après, même pas 3 semaines après l'arrivée des Allemands. C'est-à-dire que la nuit, on a été réveillés par des lueurs les camions, d'abord le bruit des camions, et puis les projecteurs qui illuminaient la façade de l'immeuble où nous vivions. L'immeuble avait dû être dénoncé, pas seulement l'immeuble, mais tout le bloc de maisons. Les hommes de la police allemande montaient d'étage en étage et frappaient à chaque porte et vérifiaient les identités et arrêtaient les Juifs. C'était la traque des Juifs à Nice, quotidienne. Et donc nous sommes allés, ma mère, ma sœur et moi, dans cette cachette. On avait fait la répétition et déjà plusieurs fois avec mon père et ma mère. Et notre père nous avait dit quelques jours auparavant, ma sœur avait à l'époque 13 ans, et moi j'avais 12 ans et moi j'avais 8 ans. Il nous avait dit, si on est arrêté, moi je survivrai parce que je suis costaud, mais vous ne survivrez pas. Donc nous savions que c'était une question de vie ou de mort et qu'il fallait vraiment être silencieux. L'appartement voisin était occupé par des Juifs d'origine polonaise, mais qui avaient caché leur identité avec des faux noms. Et les Allemands sont entrés d'abord chez eux, et on a entendu les cris, parce que le placard donnait directement sur leur appartement. Et nous avons entendu comment les Allemands battaient la petite fille qui était l'amie de ma sœur. Ils réclamaient l'adresse du fils qui n'était pas là, d'un fils aîné qui avait une vingtaine d'années. Le père hurlait « Police française, au secours, sauvez-nous !» Mais il n'y avait pas de police française pour le sauver, lui et sa famille. Et nous, on tremblait de terreur. Et
Ils ont frappé à la porte et mon père a ouvert et les premiers mots c'était « Où est votre femme et vos enfants ?» Et mon père a répondu « Il y a eu une désinfection dans l'appartement et ils sont à la campagne. » Et ils n'ont pas insisté, ils se sont mis à chercher dans l'appartement et ils ont ouvert la porte du placard, ils ont rabattu les vêtements sur la tringle et à quelques centimètres, ils n'ont pas touché, l'Allemand qui est entré dans le placard n'a pas touché la fausse cloison en contreplaqué qui s'ouvrait par le bas et derrière laquelle nous étions cachés. Et ils ont dit à mon père de s'habiller et ils sont sortis de l'appartement et mon père s'est habillé et il est revenu dans le placard puisque les Allemands n'étaient pas là et il a demandé à ma mère ses clés. Il avait oublié ses clés et il avait laissé les clés à ma mère et il voulait sans doute fermer la porte à clé pour que les Allemands ne pensent pas que quelqu'un était resté derrière la porte. Et il a embrassé la main de ma mère et il est parti. Voilà. Et nous sommes restés toute la nuit dans ce placard. Et au matin, ma mère a entendu quelqu'un descendre, elle a ouvert la porte et elle a demandé de vérifier s'il n'y avait pas d'Allemands dans la rue. Et on est parti. Et on a vécu traqué pendant plusieurs mois dans la ville de Nice. Les Allemands faisaient des rafles dans les rues, faisaient des contrôles d'identité. Et ma mère marchait d'un côté de la rue, nous on marchait de l'autre côté. On avait des instructions au cas où ma mère serait arrêtée. Elle avait un accent russe, elle était russe. Pendant la journée, on allait à la cathédrale, celle qui a été frappée d'un attentat récemment. On essayait de passer le temps en marchant dans la rue ou bien en allant dans les églises ou dans des endroits où on pensait que les Allemands ne pourraient pas nous arrêter, quoi. Parce que les Allemands arrêtaient dans la rue, déshabillaient les hommes pour savoir s'ils étaient circoncis. Et c'était leur façon d'attraper les Juifs, puisque la police française ne coopérait pas à Nice, elle n'a pas coopéré pendant cette période. Elle avait coopéré au mois d'août 1942 en arrêtant des centaines de Juifs étrangers et en les envoyant à Drancy, mais en 1943 et en 1944, elle n'a pas coopéré. Au bout d'un certain temps, on est revenu dans notre appartement. Et cette fois, c'est ma mère qui a dit, si les Allemands arrivent, j'ouvrirai la porte et vous irez dans la cachette. Et heureusement, les Allemands ne sont pas arrivés et nous avons pu survivre et puis partir en Haute-Loire. En Haute-Loire, c'était une autre situation. Il n'y avait pas de rafle, il y avait beaucoup de Juifs et il y avait, un major allemand qui dirigeait le département du point de vue militaire, mais il n'y avait pas de Gestapo. Il n'y avait pas la police politique allemande. Et lui-même n'était pas intéressé à la question juive, ou bien il était bienveillant, et en tout cas il n'a pas mené de rafle de Juifs. Les seules rafles qui ont été menées en Haute-Loire venaient de Clermont-Ferrand ou de Limoges, mais il y en a eu relativement peu. Et l'administration française a été bienveillante, c'est-à-dire qu'on ne nous a même pas demandé si on était juif, on a été considérés comme réfugiés. Voilà. Et comme on l'était déjà en février-mars 1944, la libération est intervenue relativement peu de temps après. Après la libération, nous sommes revenus à Paris, que nous avions quitté au moment de l'Exode. Et en 1946, nous sommes repartis en Roumanie. Parce que je suis né à Bucarest. Et
Nous sommes repartis en Roumanie où les parents de ma mère étaient de familles aisées. Et donc, c'était naturel pour nous de repartir. Nous étions de nationalité roumaine, sauf ma sœur qui était née en France et qui était française, déclarée française selon la loi. Et en Roumanie, quelques mois après, ce sont les communistes staliniens qui ont pris le pouvoir. Et ma mère a dit, après la Gestapo, la police politique nazie, la GPU, qui était la police politique bolchevique, on peut dire, stalinienne, non. Et nous avons réussi à fuir la Roumanie, à ce moment-là, en 1947, et à revenir à Paris. Et donc, dès mon enfance, puisque j'avais 11 ans à l'époque, j'ai été sensible au fait qu'il y a des régimes politiques qui persécutent les gens, les uns parce qu'ils sont juifs, les autres parce qu'ils sont bourgeois, mais que ce sont des régimes totalitaires et qu'il faut être opposé au régime totalitaire et que seule la démocratie est un régime dans lequel on peut vivre avec des valeurs républicaines qui sont les nôtres en France. Voilà, donc ça a été mon initiation. Ensuite, je suis allé au lycée, et puis j'ai fait mes études de sciences politiques, d'histoire, de droit. Et je suis devenu avocat sur le tard pour défendre la cause que ma femme et moi, nous défendions. Parce que j'ai épousé une Allemande, ce qui montre que ma mère, qui a fait notre éducation, avait, été tolérante. Et elle avait reçu une éducation cosmopolite. Elle était venue très tôt en Europe occidentale en venant de Russie. Même pendant la guerre, quand on entendait à la radio en 1944 la BBC qui parlait des bombardements d'Allemagne, elle n'était pas ravie parce qu'elle avait étudié en Allemagne et que pour elle, la population civile qui était écrasée sous les bombes, c'était pas ou les villes qu'elle connaissait, qui étaient de belles villes, qui étaient détruites, c'était pas quelque chose d'enthousiasmant. C'était la destruction de la civilisation européenne, de la même que les nazis détruisaient d'une autre façon cette civilisation européenne, alors que les Allemands étaient un peuple extrêmement avancé. Eh bien, ils étaient en même temps, ils répandaient la barbarie autour d'eux à cause du système totalitaire pour lequel ils avaient voté. L'exemple allemand m'est resté, c'est-à-dire que le corps électoral allemand, en 1930, a voté massivement déjà pour Hitler et pour le parti nazi, alors que 2 ans plus tôt, il y avait 12 députés nazis, il y en a eu 130 en 1930 et la majorité, le plus important parti a été le parti nazi en 1933 aux élections. Et donc que le parti nazi est arrivé légalement, démocratiquement au pouvoir, ça m'est resté aussi le souvenir des 2 polices totalitaires, des 2 régimes totalitaires, et puis l'extrême gauche et l'extrême droite, et puis le fait que la démocratie c'est fragile et que les partis démagogues et les partis totalitaires peuvent arriver au pouvoir par l'élection. Nous sommes mariés rencontrés en 1960, mon épouse et moi, à Paris. Mon épouse était venue comme fille au père. Nous sommes mariés en 1963. En 1965, on a eu un fils.
Et puis, en 1967, le nouveau chancelier allemand, qui a été désigné par le Parlement allemand, était un ancien dirigeant de la propagande hitlérienne, membre du parti nazi, membre actif du parti nazi, et directeur adjoint de la propagande radiophonique hitlérienne vers l'étranger, c'est-à-dire qu'il traçait les lignes directrices de la propagande hitlérienne vers l'étranger. Et en même temps, il était au courant de ce qui se passait dans les camps, puisqu'il était à la tête aussi du service d'écoute des radios étrangères. Et mon épouse a décidé de s'opposer à la présence à la chancellerie allemande de ce chancelier. À l'époque, elle était à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, secrétaire, et elle a commencé une campagne au terme de laquelle, pas au terme, mais disons pendant laquelle, elle a été révoquée de son poste à l'Office franco-allemand pour avoir publié des articles dans le journal Combat. Et à ce moment-là, on a décidé de se mobiliser dans ce combat. Et on a constitué le dossier du chancelier, le dossier nazi du chancelier. Beat l'a diffusé à travers les universités allemandes, là où elle pouvait parler. Et elle a vu que ça ne donnait pas beaucoup d'effet, et donc on a décidé de prendre des moyens plus spectaculaires pour faire passer ce dossier. Et dans l'opinion publique, et on a décidé que le moyen serait possiblement, si c'était réalisable, ça serait une gifle au chancelier allemand. Et vu la différence d'âge entre lui et elle, que ce serait considéré comme la gifle de la fille au père, non pas la fille au père, mais de la fille à son père, et de la génération qui a suivi la génération des nazis, à la génération des nazis qui avaient été actifs. Et Beat a réussi à gifler le chancelier devant des centaines de journalistes à Berlin, au congrès du Parti chrétien-démocrate, et au risque de sa vie d'abord, parce que les gardes du corps avaient tiré leur revolver pour l'abattre. C'était l'année où Martin Luther King avait été tué, Robert Kennedy avait été tué, mais il ne pouvait pas tirer parce qu'il y avait l'ancien chancelier d'un côté, il y avait un ministre de l'autre, et puis elle l'a fait au péril de sa liberté aussi, puisqu'elle a été condamnée le soir même à 1 an de prison ferme, qu'elle a évité. Elle a évité d'aller en prison malgré la sentence de 1 an de prison ferme, parce que elle a réclamé qu'on prenne en compte sa nationalité française, et comme la gifle s'était déroulée à Berlin-Ouest, et que Berlin-Ouest était sous contrôle interallié à l'époque, elle pouvait être considérée comme française, et que la nationalité française pouvait être plus forte que la nationalité allemande à Berlin-Ouest. Et donc elle a été relâchée jusqu'au procès en sursis, et donc elle a pu revenir en France, et elle a continué cette campagne, et elle a mené cette campagne en faveur de Willy Brandt, qui était un ancien résistant, lui, au contraire de Kiesinger, et qui avait combattu le nazisme, et qui n'était pas très populaire, mais qui a réussi finalement à être élu chancelier par une coalition avec le petit parti libéral. Et Willy Brandt a signé avec l'Allemagne. D'abord, Willy Brandt a voulu
je dirais, payé le Parti libéral de son soutien, et il a nommé à Bruxelles, comme commissaire européen, Ernst Achenbach, qui était l'ancien numéro 2 de l'ambassade allemande à Paris pendant la guerre, et dont nous avons pu montrer, par les documents, qu'il était mêlé à l'action anti-juive en France. Et le gouvernement allemand a été obligé d'annuler la nomination de Achenbach à Bruxelles comme commissaire allemand à la Grande Commission de Bruxelles. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte que l'état-major de la police nazie était impuni et vivait libre sans être jugé en Allemagne. Il ne pouvait pas être extradé vers la France parce que l'Allemagne n'extrade pas ses nationaux, et il ne pouvait pas être jugé en France parce qu'ils avaient déjà été jugés par contumace, et que n'étant pas extradés vers la France, ils ne pouvaient pas être jugés en France, et ils ne pouvaient pas être jugés en Allemagne parce que les Allemands, la France avait exigé des Allemands que la justice allemande ne soit pas compétente pour les cas qui n'étaient pas encore réglés en France. Ce qui fait que n'étant ni extradés ni jugés en Allemagne, c'étaient les seuls criminels nazis qui disposaient d'une complète impunité. Et Willy Brandt a voulu changer les choses. Il a signé avec la France une convention pour que l'Allemagne recouvre sa compétence sur ces criminels, mais le Parti libéral qui était allié à Willy Brandt n'a pas voulu ratifier cette convention, les chrétiens démocrates non plus, et donc la convention restait libre, lettre morte. Et nous avons décidé à ce moment-là d'obliger le Parlement allemand à ratifier cette convention. Comment le faire? Eh bien, on a entrepris des actes illégaux en Allemagne pour faire pression sur le Parlement et sur l'opinion publique. On a commencé par une tentative d'enlèvement de l'ancien chef de la police nazie à Paris, qui s'appelait Lischka. On a continué par de nombreuses manifestations en Allemagne qui n'étaient pas autorisées, au terme desquelles on était arrêté, on était condamné. On disait qu'on allait revenir et qu'on continuerait tant que ça ne serait pas ratifié. Finalement, Beate s'est constituée volontairement prisonnière dans le camp de Dachau. Elle a été arrêtée le jour du souvenir de la Shoah dans le monde juif, ça s'appelle Yom HaShoah, et son procès a été un grand procès qui a obligé le gouvernement allemand et le Parlement allemand à ratifier la Convention. Il nous a fallu encore 4 ans pour obliger la justice allemande à appliquer cette Convention, et finalement, en 1979 et 80, a eu lieu en Allemagne le procès des criminels nazis qui avaient dirigé la solution finale en France. Et ce procès a été un procès exemplaire pendant lequel des milliers de Juifs de France sont allés à Cologne pour participer à ce procès. Et puis après, nous avons mené la campagne pour que les grands collaborateurs français, qui incarnaient les uns la politique du gouvernement, l'administration préfectorale, la police, la milice de Vichy, c'est-à-dire Bousquet, Leguet, Papon, Touvier, pour qu'ils soient jugés. Et nous avons obtenu le procès de Touvier et le procès de Papon, au cours desquels notre fils a été avocat des parties civiles, et Bousquet a été abattu, assassiné, et Leguet est mort dans son lit. Mais
Nous avons ainsi changé la mémoire de Vichy et montré quel avait été le rôle de complice de Vichy pendant la période de l'occupation et comment la plupart des Juifs en France ont été arrêtés par la police française, par l'administration préfectorale, aux ordres du gouvernement français. Et donc le gouvernement de Vichy devait être condamné sur cette collaboration qui était un crime contre l'humanité. Nous avons parachevé cette réconciliation franco-allemande avec ce procès exemplaire à Cologne en 1980. Et puis également, nous avons changé la mémoire de Vichy et nous l'avons établie telle qu'elle était par les faits, c'est-à-dire que nous avons beaucoup publié, et en particulier le mémorial de la déportation des Juifs de France, que vous voyez ici, qui est un très gros livre, mais qui était précédé par un autre gros livre en 1978, et puis l'histoire de la solution finale en France, Vichy-Auschwitz. Alors, que tirer, disons, de ce parcours, je dirais? D'abord, s'il faut parler aux jeunes générations, il faut leur dire que les valeurs républicaines, les valeurs de liberté, de tolérance, de justice sont fragiles et qu'il faut défendre la République. La République est le meilleur rempart contre les menaces qui pèsent soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche, soit parfois des deux côtés. Il ne faut pas croire que tout ce qui garantit notre existence, la liberté, cette justice, cette protection sociale, c'est quelque chose de garanti. C'est garanti par l'État, mais l'État peut passer entre d'autres mains, et c'est aux citoyens de prendre en main leur avenir et leur destinée. Il faut d'abord aller voter, c'est une obligation d'aller voter, même si c'est un choix aujourd'hui, mais moralement c'est une obligation d'aller voter. Et puis il faut s'engager politiquement et intellectuellement à résister aux démagogues, parce que souvent on l'a vu avec l'exemple avec Hitler, qui est le démagogue, ou avec Mussolini. Les démagogues ont beaucoup de talent, et surtout du talent oratoire, et qu'il faut passer aux cibles de l'esprit critique ce qui est dit par les démagogues, qui peut séduire beaucoup de gens, et qui séduit beaucoup de gens actuellement. Et pour ça, il faut bien étudier, puisque c'est l'instruction qui permet d'avoir un capital intellectuel, qui permet d'avoir un esprit critique et de s'attaquer aux préjugés, de s'attaquer donc au message des démagogues. Quant à l'antisémitisme, il existe depuis très longtemps, sans doute parce que les Juifs étaient les seuls minoritaires dans la civilisation européenne. Il y avait les musulmans qui essayaient de conquérir une partie de l'Europe, et qui ont conquis une partie de l'Europe. Mais dans l'Europe chrétienne, les Juifs étaient pratiquement les seuls non-chrétiens. Et en 1940, quand la solution finale a commencé, les Juifs étaient aussi les seuls non-chrétiens. Il y avait les chrétiens catholiques, les orthodoxes, les protestants, et puis il y avait des Juifs, et il y avait une toute petite minorité de musulmans dans le sud-est européen. La haine antisémite est une haine spécifique, qui n'est pas seulement du racisme, qui est une haine véritablement spécifique, qui dure depuis longtemps et qui malheureusement durera probablement encore très longtemps.
tant qu'il y aura des inégalités dans le monde, tant qu'il y aura des tensions, je pense que l'antisémitisme subsistera parce que le juif est considéré comme à la fois un bouc émissaire et puis aussi comme étant celui qui régit le monde, qui est à la tête du monde, ce sont les thèses complotistes qui ont toujours régné depuis le 19e siècle. Il ne faut pas oublier que au début du 19e siècle, les Juifs étaient encore à la fin du 18e, étaient encore des parias. Ils n'étaient pas des citoyens. C'est la Révolution française qui leur a donné le statut de citoyens. Mais il a fallu attendre 1830 pour qu'ils deviennent réellement des citoyens. Et puis que pendant le 19e siècle, pendant que une masse rurale allait travailler dans des fabriques très insalubres, dans des villes où l'hygiène ne régnait pas, dans des logements très sommaires, eh bien, pendant ce temps-là, les Juifs étaient sortis de leur condition de paria, et il y avait une ascension sociale qui provoquait la jalousie de beaucoup de secteurs qui étaient des secteurs populaires à la fin du 19e siècle. Après la guerre de 14-18 qui a vu une union sacrée, mais qui a vu une union sacrée aussi en Allemagne et en Autriche, où les Juifs ont été des combattants de l'armée allemande ou de l'armée autrichienne. En France, ils ont été combattants de l'armée française contre parfois leurs coreligionnaires. De même que les chrétiens s'entretuaient, bien les Juifs se sont entretués en 1914-18, mais chacun pour son pays, pour sa patrie. Et puis, 10 ans après la guerre, avec le nazisme en Allemagne, avec le fascisme, avec en France la montée de l'extrême droite, l'antisémitisme a remonté considérablement. Et en 1940, les Allemands ont trouvé des collaborateurs à la tête du gouvernement français pour faire des Juifs des boucs émissaires de la défaite, d'en faire les responsables de la défaite et d'édicter un statut des Juifs qui découlait d'ailleurs du statut colonial, pratiquement. Et puis les Juifs d'Algérie ont été déchus de la nationalité française, sont redevenus des indigènes. Et le jour où les Allemands ont demandé au gouvernement de Vichy d'arrêter les Juifs pour leur compte et de remplir les trains, eh bien, le gouvernement de Vichy a cédé et a livré en premier lieu les Juifs étrangers, mettant les Juifs français en seconde ligne, mais livrant aussi des milliers et des milliers de Juifs français, en particulier les enfants de la rafle du Veldiv à Paris, où plus de 4000 enfants ont été arrêtés avec leurs parents qui étaient des parents étrangers et ont été séparés de leurs parents dans des conditions abominables. Et les parents ont été déportés les premiers et les enfants ont été déportés seuls. C'est vraiment la page la plus noire de l'histoire de France. Et aucun enfant n'est revenu. Ils sont revenus 6 enfants adolescents de plus de 16 ans, mais tous les enfants de moins de 16 ans ont péri. Donc 4000 enfants ont péri, et pas seulement 4000 enfants, au total c'est 11 400 enfants. Et j'ai dressé leur liste pendant des années, et j'ai essayé de rechercher leurs photos. J'ai retrouvé plus de 5000 photos de ces enfants pour leur rendre une identité, pour qu'on puisse, là où ils ont été arrêtés,
cultiver leur mémoire, ne pas oublier qu'ils avaient vécu, et que l'endroit où ils avaient été arrêtés était le dernier endroit en France où ils avaient vécu. Donc moi je recommande aux enseignants de travailler sur ces ouvrages, sur le mémorial de la déportation, sur les 2 gros volumes de 2000 pages chacun des mémorials des enfants, sur l'histoire de la solution finale, et puis sur des livres comme Georgie, comme Les enfants d'Isieux, qui permettent de suivre le destin individuel d'enfants. Je voulais que les enfants ne soient pas oubliés, que pour moi c'était une mission parce que j'avais été moi-même un de ces enfants et que si la porte de la cachette avait été ouverte, eh bien j'aurais été un de ces enfants morts à Auschwitz. En 65, je suis allé la première fois à Auschwitz, eh bien j'ai eu la sensation d'y être quand même arrivé et qu'il me fallait certainement défendre la mémoire des Juifs qui avaient péri pendant la Shoah. C'était un impératif, étant donné que moi j'avais survécu. Il faut dire aussi que, à propos de l'antisémitisme, que l'antisionisme est une forme de l'antisémitisme. C'est refuser aux Juifs l'autodétermination d'avoir un État comme les autres peuples, et donc qu'être sensible au slogan de l'antisionisme, ou vouloir la disparition de l'État d'Israël ou la destruction de l'État d'Israël est une forme de l'antisémitisme moderne. Et je regrette aussi que les préjugés antisémites qui sévissaient avant la guerre soient maintenant dans la tête d'un certain nombre de jeunes qui sont sensibles au fondamentalisme musulman et qui transportent avec eux les mêmes préjugés que l'extrême droite transportait dans les années 1900, à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Voilà le message que je voudrais faire passer pour les jeunes, c'est vraiment d'écouter leurs enseignants et de suivre les préceptes de la grande culture française et surtout d'être tolérant et puis compréhensif vis-à-vis du passé colonial, vis-à-vis des réactions des jeunes descendants de ceux qui ont été colonisés contre leur volonté, à une période où les Européens se partageaient l'Afrique, se partageaient l'Asie, soi-disant pour y répandre la civilisation occidentale, les valeurs de cette civilisation, mais qui en réalité était une conquête territoriale et un appétit de pouvoir. Et cela, il faut bien en être conscient. Et je sais que le mémorial de la Shoah, en particulier à Paris, suit cette ligne, de même que le mémorial de la fondation du camp d'Émile, près d'Aix-en-Provence, où il y avait un grand camp de juifs dans la zone libre. Eh bien, ces lieux de mémoire suivent cette ligne. Il faut être objectif et il faut se rendre compte que souvent les colonisés et souvent les juifs ont été victimes de la même oppression. Bien, quand vous voyez la libération des camps, ou la libération même des camps d'extermination, des camps de concentration, des camps de prisonniers de guerre,
vous n'avez pratiquement pas d'interview des personnes libérées. Vous avez des images, mais vous n'avez pas d'interview. Ça veut dire que c'est un phénomène naturel. On n'interrogeait pas à l'époque les victimes. Au fond, à l'époque, on interrogeait les combattants, mais pas les victimes. Et les victimes, elles voulaient s'exprimer. Primo Levi, il écrivait déjà dans le camp, il était chargé d'une mission, il faisait des rapports, mais j'ai trouvé même des documents écrits à l'intérieur du camp, c'est-à-dire des prisonniers libérés d'Auschwitz qui commençaient à écrire leurs mémoires à l'intérieur du camp. C'était un besoin. Et en 1945-46, vous aviez des témoignages qui étaient publiés, mais ils étaient publiés à compte d'auteur, parce que ça n'intéressait pas la grande masse des gens. La grande masse des gens n'était pas intéressée par les traitements qui avaient été... à la rigueur, il y avait des récits de prisonniers de guerre, mais des camps d'extermination, il n'y avait que ces témoignages qui étaient publiés à compte d'auteur, à très peu d'exemplaires, et qui n'arrivaient pas dans le grand public. Même, par exemple, Jean-Jacques Bernard, qui a été libéré du camp de Compiègne en 1941, mais en 1942, il a été libéré, mais il a publié son livre en 1944, en octobre 1944, ou novembre 1944. Eh bien, son livre est un très bon livre qui raconte comment on faisait mourir quasiment de faim les prisonniers juifs dans le camp de Compiègne en 1941, 1942. Eh bien, le livre n'a pas eu une grande audience. Arthur Koestler a écrit un livre, La Lie de la Terre, qui a été publié en Amérique en 1942, quand il s'est évadé du camp du Vernet. Ça n'a pas eu une grande diffusion non plus en France. Pourtant, c'était Arthur Koestler. Je crois que pendant une période, c'était le monde combattant qui intéressait le grand public pendant 20 ans, à peu près, 25 ans. Et au bout de 25 ans, ça a peut-être été la période nécessaire pour que les gens se rendent compte qu'il s'était passé quelque chose d'exceptionnel pendant la guerre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement la guerre mondiale, il y avait une guerre menée contre les Juifs, c'est-à-dire la destruction du plus ancien peuple encore actif par le peuple le plus avancé, peut-être culturellement, technologiquement, du monde occidental. Et que ça a interpellé quand même la civilisation occidentale, l'Europe occidentale. C'était quand même le résultat d'un antisémitisme chrétien séculaire, c'était le résultat de l'antisémitisme du 19e siècle populaire, c'était le résultat de l'antisémitisme allemand, revanchard, qui avait fait porter aux Juifs la responsabilité de la défaite de 18. C'était la responsabilité du gouvernement de Vichy qui faisait peser sur les Juifs la responsabilité de la défaite de 39, de 40. En tout cas, ça a interpellé, c'était aussi la responsabilité de la civilisation moderne. On voit comment la solution finale est organisée à l'aide de téléx, à l'aide de trains, comment on construit des abattoirs au centre de l'Europe et on transporte les Juifs comme on transporte le bétail vers l'abattoir. Et on voit aussi la disparition non pas d'une statistique, c'est-à-dire 6 millions ou 80 000 en France, mais on voit aussi que derrière chaque
chaque déporté, chaque exécuté parce qu'il était juif, il y a une personne humaine, il y a un parcours, il y a une vie qui a été tranchée, et surtout pour les enfants. On se rend compte que ces enfants, ne serait-ce que par les survivants, qu'aurait-il pu devenir? On voit Elie Wiesel qui survit, qui devait... Il y a des tas d'enfants qui ont survécu. Parmi les 3/4 des enfants qui ont survécu, même plus que les 3/4 en France, heureusement, grâce à la population française, parce que nous n'avons pas simplement poursuivi les criminels, mais nous avons mis en lumière le fait que le meilleur rempart de la population juive en France a été la population française qui a réagi pendant l'été 1942, et surtout dans la région de Lyon, à Vénissieux, où étaient rassemblés 1 millier de juifs, dont une centaine d'enfants qui devaient être déportés, eh bien, les associations chrétiennes et juives, travaillant ensemble avec la protection du cardinal Gerlier et des amitiés chrétiennes, ont réussi à sauver plusieurs centaines d'adultes et à faire sortir du camp une centaine d'enfants qui étaient condamnés à mort. Et cela, c'est un fait qui marque la région de Lyon, de même que la région du Rhône est marquée par Isieux, qui est la perte de 44 enfants. Eh bien, la région de Lyon est marquée aussi par le sauvetage de cette centaine d'enfants dont Valérie Pertuis-Porteret a écrit le parcours de chaque enfant. Oui, chaque enfant a eu un parcours, mais les enfants en France ont été sauvés plus qu'ailleurs dans pratiquement aucun autre pays, à part peut-être le Danemark, mais c'était d'autres conditions au Danemark. Mais en tout cas, en France, sur 70 000 enfants, 59 000 ont été sauvés, cachés. Quand on dit cachés, c'est souvent cachés avec leurs parents dans la population française ou cachés sans parents dans la population française. Ça, c'est véritablement la marque de la solution finale en France. La solution finale en France a été contrecarrée par la population française. Et le fait que le cardinal Gerlier, que le cardinal Saliège, le monseigneur Saliège, que d'autres évêques ou archevêques aient protesté pendant l'été 42, cela a fait reculer le gouvernement de Vichy qui a refusé de livrer les dizaines de milliers de juifs que normalement il aurait livrés s'il n'y avait pas eu cette réaction à la fois des élites spirituelles françaises et de la population française qui, elle, était nourrie des valeurs républicaines par l'instituteur à l'époque, et puis des valeurs chrétiennes, de charité chrétienne, d'humanité par les curés ou les abbés. En tout cas, la réaction de la population française a eu lieu pendant les victoires allemandes et pas après la défaite de Stalingrad. C'était en été 1942 et pas en janvier 1943, et ça s'est apporté véritablement, spécifiquement, particulièrement au crédit des Français qui, eux, n'ont jamais été consultés sur la décision d'arrêter les Juifs. Il n'y avait pas de parlement, il n'y avait pas de référendum pour demander aux Français s'ils voulaient arrêter les Juifs, et même le gouvernement a été consulté, mais a été informé, mais pas consulté. Donc la décision a été prise par le chef de l'État, Pétain, le chef du gouvernement, Laval, et le chef de la police, qui était le véritable ministre de l'Intérieur, Bousquet. Mais les témoignages ont
ont repris et ont été écoutés à partir du moment où la Shoah est devenue l'Holocauste, puisque en anglais c'est le mot Holocauste, est devenu un sujet sensible. Et il est passé par la télévision avec la projection à la fin des années 70 de la série Holocauste, qui a beaucoup intéressé divers publics à travers le monde. Et à partir de ce moment-là, l'opinion publique s'est rendue compte que cette mise à mort de millions de personnes parce qu'ils étaient nés juifs, mais ils auraient pu naître aussi autre chose, c'était quelque chose de particulier, qu'il fallait tendre l'oreille au récit de ceux qui avaient réussi, qui étaient parvenus à survivre et qui étaient passés par les camps d'extermination et qui étaient témoins pour ceux qui n'étaient pas revenus. Et à ce moment-là, il y a eu des grands témoignages de Pizarre, de Simone Weil, de Elie Wiesel, etc. Et depuis, on n'a pas cessé de publier ce genre de témoignages. On publie maintenant ceux qu'on retrouve, ceux qui ont été publiés dans les années 40, à la fin des années 40. Et la Fondation pour la mémoire de la Shoah a créé une collection particulière. On est arrivé, je suis président du comité de lecture, on est arrivé à plus de 100 ouvrages d'anciens ou bien déportés ou bien enfants cachés. Parce que les enfants cachés ont aussi une histoire à raconter. Les enfants qui ont traversé la Shoah ont une histoire à raconter. Et donc, ces ouvrages sont publiés. Donc, il y a certainement, actuellement, plusieurs milliers d'ouvrages, puisqu'il y a les survivants aussi, pas seulement de France, mais d'autres pays. Et donc, la voix des témoins s'est fait entendre. Il n'y a pas de doute qu'elle s'est fait entendre après une période qui me paraît avoir été une période presque naturelle de silence, puisqu'elle a eu lieu dans tous les pays. Dans tous les pays. Écoutez, alors, je voulais remercier énormément M. Klarfeld pour le temps et pour cette leçon et ce moment d'histoire et d'humanité, avec l'admiration personnelle et dans tous les cas de toute l'équipe municipale par rapport à son travail et par rapport à tout ce qu'il peut transmettre encore aujourd'hui aux jeunes, et bien souligner ce mot dans son moment avec nous vis-à-vis des jeunes, de maintenir cet esprit critique, de donner l'importance au vote et à la démocratie, à la République, et surtout de travailler pour pouvoir se faire une propre opinion et creuser au-delà des apparences, pour pouvoir effectivement respecter, je dirais, tout être humain, toute différence aussi aujourd'hui. Donc un très très grand merci vraiment à vous et votre épouse qui n'est pas là, mais dans tous les cas pour tout ce que vous nous avez apporté. Vraiment, merci beaucoup. Merci bien.